Si vous voulez comprendre le colonialisme, vous devez être conscient que ce système repose sur des contradictions. Il ne s'agit pas simplement d'un système de répression, car dès l'instant où la puissance coloniale, en l'occurrence Israël, édicte une loi et en impose la pleine application, alors les citoyens concernés peuvent anticiper cette loi et s'y adapter. Par exemple, si le gouvernement israélien décidait d'interdire aux Palestiniens de travailler en Israël et mettait en œuvre cette interdiction, les Palestiniens devraient s'y adapter. Cela entraînerait soit une grave crise humanitaire, soit des changements affectant l'économie palestinienne. Cela provoquerait en tout cas beaucoup de remous. C'est précisément ce que le gouvernement israélien cherche à éviter, que les gens s'adaptent. Dans l'extrême sud du territoire occupé de Cisjordanie, près de la frontière avec Israël, se trouve le village de Djinba. Cette région est en guerre depuis plus de 70 ans. En Cisjordanie, un homme sur deux est au chômage. Le coût de la vie est en augmentation constante et les aides gouvernementales sont quasi inexistantes. Pour beaucoup, survivre dans cet état d'urgence quasi permanent est presque impossible. Raison pour laquelle ils sont près de 120 000 Palestiniens à chercher une source de revenus de l'autre côté de la frontière. La moitié d'entre eux travaillent au noir pour des entreprises israéliennes. Le franchissement clandestin de la frontière s'effectue avec l'aide de passeurs. C'est dans la région de Djinba que se trouve la dernière zone frontalière où Israël n'a pas encore bâti de mur. Pas si vite. Ne m'explique pas tout en même temps. Je te donne le nom d'un lieu précis et tu me dis comment y aller. D'accord? Si tu m'expliques tout le trajet d'un coup, ça m'embrouille. Là, je suis à la mosquée Bania. Il y a une petite rue derrière sur la gauche. D'accord, je continue tout droit. Sur la droite, il y a un pont, c'est ça? Je dois prendre à droite? Quand je regarde à gauche, je vois une lumière jaune. Là, il y a une route qui part à droite, en direction de Refat. Mohamed Al-Daïs, passeur professionnel, travaille dans la région de Djinba. On en compte en tout une quarantaine. Depuis près de 10 ans, à bord de son 4x4, il fait franchir la frontière clandestinement à des ouvriers sans papier pour rejoindre Israël. Et il fait ça quasi quotidiennement. Bonjour. Installez-vous et faites comme chez vous. Si Dieu le veut. L'itinéraire des passeurs part de Yatta, à l'origine un petit village situé dans les montagnes de Cisjordanie. Au cours des conflits qui secouent la région depuis 70 ans, un grand nombre de Bédouins sont arrivés ici après avoir fui le désert du Negev. Aujourd'hui, on estime que 120 000 personnes vivent dans des conditions d'extrême pauvreté à Yatta et dans ses environs. Dans la région, tout le monde se bat pour survivre. Ceux qui ont les moyens de faire appel à un passeur tentent de trouver du travail sur un des nombreux chantiers en Israël. Le village de Djinba se trouve près de la ligne verte, la frontière entre Israël et la Cisjordanie, établie à la suite de l'armistice de 1949. C'est le point de transit le plus important des passeurs.
L'armée israélienne patrouille régulièrement dans la zone, un danger permanent pour les quelques 300 habitants du village. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là, à pied? Ils nous ont mis dehors. Vous avez besoin d'aide? Non merci. Ils ont peur. On se demande bien ce qu'ils font là à 4 h du matin. Là, on va traverser le lit du fleuve. Des fois, il y a des soldats qui se cachent ici. Si c'est le cas, on n'a aucune chance de passer. Sans les 4 roues motrices, on ne pourrait jamais grimper le talus. Dieu soit avec nous. Le mur construit par Israël autour de la Cisjordanie s'étend sur plus de 600 km de long pour 8 mètres de haut. Seule la portion située au sud du village de Djinba reste encore inachevée. Les travaux sont à l'arrêt depuis 2006 et depuis, les passeurs tirent parti de la situation. Selon le ministère israélien de la Défense, les fonds n'auraient pas encore été débloqués pour cette dernière tranche de travaux. On estime que plus de 50 000 Palestiniens travaillent en Israël. Si on considère que 5 à 10 personnes dépendent du salaire de chacun d'entre eux, cela fait facilement 250 000, voire un demi-million de personnes qui ont un intérêt direct à ce que ces ouvriers puissent aller travailler en Israël. Ils roulent très prudemment. Ça veut dire qu'ils viennent d'un des villages voisins. Ce ne sont pas des soldats. Bonsoir. La paix soit avec toi. Et avec toi, comment ça va? Tout va bien. Pourquoi on nous filme? Arrêtez tout de suite. Pourquoi c'est si difficile de traverser le village? L'armée interdit aux gens de traverser la région. Elle ne veut pas qu'il y ait d'échanges de part et d'autre. Lui, il revient des courses. C'est quoi cette lumière là-bas? Un véhicule militaire? Aucune idée. C'est bizarre en tout cas cette lumière. Omar, essaie de voir qui ça peut être. On dirait des civils. Après 4 kilomètres en territoire israélien, les clandestins changent de véhicule. À partir de là, les routes sont goudronnées et le transport dans une voiture classique est plus discret et plus rapide. Ce sont des bédouins israéliens qui prennent la relève pour conduire les clandestins jusqu'au chantier situé dans l'agglomération de Tel Aviv. Dans quelle proportion les ouvriers palestiniens contribuent-ils à l'économie israélienne? Il est intéressant d'aborder la question en regardant l'incidence de leur travail sur les bénéfices des entreprises qui les embauchent, ainsi que sur le niveau de vie des clients. En Israël, un tiers des maisons ont été construites par des Palestiniens. Si cela fait baisser le coût de la construction, alors on peut dire que chaque famille israélienne, propriétaire ou locataire, profite de ce travail.
Même s'ils disposent de véhicules tout-terrain, les passeurs doivent emprunter les routes et les chemins qui traversent les villages bédouins. Conséquence, ces villages frontaliers sont devenus le point de mire de l'armée israélienne. Les habitants se voient d'ailleurs reprocher d'apporter leur aide aux passeurs. Parmi les 12 villages bédouins du sud de la Cisjordanie, Djinba est le plus proche de la ligne verte. Il est ainsi le plus exposé aux interventions de l'armée. Il y a 20 ans, Djinba comptait 800 habitants. Aujourd'hui, il en reste à peine 300. 5734, c'est juste. 8000, c'est bon aussi. Calcule d'abord ce qu'il y a entre parenthèses, et après tu multiplies par 10. Qui veut aller au tableau? Moi. Azal, viens. Faites tous attention au calcul d'Azal. 6 moins 7, ça marche pas? En effet, Alors j'ajoute 10 et je retiens 1. Il y a 2 étrangers dans la maison d'Ali Djabarine. qu'est-ce qu'ils veulent? Ils disent qu'ils sont journalistes. Vous n'avez qu'à les contrôler. Donne-moi la caméra. Il veut la caméra. Pourquoi? Donne-la-moi tout de suite. Après les contrôles, les villageois filment discrètement ces images avec leur téléphone portable. Toute la contrebande passe par cette région. On est tout le temps contrôlé à cause des passeurs. Ils veulent nous faire quitter la zone. Les soldats nous disent qu'ils n'ont que des problèmes avec nous. Une fois, ils nous ont même accusés de cacher des armes. Mais on leur a dit qu'on ne ferait jamais une chose pareille. Un des soldats m'a dit que pendant la nuit, quelqu'un a volé des sacs au poste militaire. Ils mentent. Bien sûr qu'ils mentent. Ils ont quelque chose en tête, mais je ne sais pas quoi. Les militaires sont venus avec un bus et 8 jeeps. Le bus est là-bas. Djinba occupe une situation stratégique entre les montagnes de Cisjordanie et le désert du Negev. Du haut de ce plateau, de la ville de développement israélienne d'Arad au sud-ouest, jusqu'au massif montagneux bordant la mer Morte à l'est. Là-bas, vous voyez, un 4x4 arrive. Il est suivi par d'autres voitures. Et là, un autre s'enfuit en direction des arbres. Parfois, ils poursuivent les passeurs avec des véhicules civils jusqu'à l'arrivée des jeeps de l'armée. C'est une feinte pour tromper les passeurs. Eux pensent que des civils sont au volant et ils s'aperçoivent trop tard qu'en fait, ce sont des militaires.
es fou! Il y a 3 jeeps dans le secteur. Fais demi-tour et suis-moi. Tu fais quoi maintenant? Je m'arrête et j'attends que Dieu trouve une solution. Je viens d'entendre qu'il y a encore une jeep dans le coin. Le point de rencontre des passeurs se trouve sous le seul bosquet d'arbres de Djinba. C'est ici que s'organise la dernière étape du passage de la frontière. Le réseau téléphonique mobile étant peu fiable dans cette région désertique, l'échange direct d'informations est vital. Les grandes étendues désertiques de la région donnent une impression de liberté, mais c'est une apparence trompeuse. Les passeurs prennent en réalité de grands risques en transportant chaque jour des clandestins à travers le désert. 3 de ces hommes ont déjà passé entre 9 et 18 mois en prison. Les passeurs prennent 60 € par voyage. Avec 2 trajets quotidiens et 5 à 6 passagers à bord, ils peuvent gagner jusqu'à 700 € par jour. Mais s'ils se font arrêter, ils perdent tout. Il m'arrive de me lever à 3 ou 4 heures du matin. Parfois je rentre tard chez moi et quand je ne peux pas répondre au téléphone, mes enfants s'inquiètent. Ils s'imaginent que j'ai été arrêté et que je suis en prison. Dans ces moments-là, ils se font beaucoup de soucis. Ils essayent tout le temps de m'appeler. Ils n'arrêtent pas d'appeler pour essayer de savoir où je suis. Allô? Attends-moi près de la mosquée. Ok, à tout à l'heure. On n'est pas encore à Djinba, on est en train de traverser Yatta. Salut. Tu vas rester combien de temps en Israël? 15 ou 20 jours, ou peut-être un mois. Ça va dépendre du boulot. Je resterai aussi longtemps qu'il y a du travail pour moi. Tu prends combien de temps de repos entre chaque période? Je reste 2 à 3 jours dans ma famille, ça me suffit. Après, je repars. Allô? Note son numéro et appelle-le. Si, il va décrocher. Si, prends son numéro. Ok? Appelle-le. C'est pas trop risqué d'aller en Israël sans autorisation? Il faut être marié et avoir un enfant pour obtenir un permis de séjour en Israël. Ils pensent qu'un homme marié ne commettra pas d'attentat. Par contre, ils se méfient des célibataires. Un mariage, ça coûte tellement cher ici. Arbe kesef, comme on dit en hébreu. Il faut beaucoup d'argent. Ça correspond au moins à 3 ans de salaire. Il faut au minimum 100 000 shekels pour construire une maison, acheter des bijoux en or, des meubles et tout le reste. Une fiancée, ça coûte très cher. Et tu vas te marier quand? Bientôt. Ma maison est presque terminée. Peut-être cette année, en avril ou en mai, au début de l'été. Tu vois les filles? Il y a plein de filles à marier ici. Tu me dois encore 200 shekels. Avant, il suffisait de signer un procès-verbal. Maintenant, ils te coffrent directement. C'est de pire en pire. Jeudi dernier, la police a chopé un de nos collègues.
Comme il est impossible d'avoir une vue d'ensemble de la vallée, les passeurs dépendent de la collaboration des Bédouins pour éviter les véhicules militaires. Du haut des collines, les bergers surveillent les mouvements des jeeps et en informent les passeurs. S'ils sont rémunérés pour ce travail de renseignement, ce n'est pas non plus sans danger pour eux. À l'heure actuelle, ils ne peuvent plus vivre du seul commerce des produits agricoles, qui était autrefois un élément essentiel de l'économie bédouine. Chaque passeur qui a besoin d'informations leur donne 30 € par semaine, un complément de revenus devenu vital pour les bergers de Djinba. Conséquence, l'armée israélienne accentue fortement la pression sur le village. Ali, qu'est-ce que tu vois? Fais gaffe, un 4x4 noir avance vers toi, ne bouge pas. Elle vient d'où? Reste où tu es. Tu vas où? Je veux voir si on peut ouvrir la porte. Bien sûr qu'on peut l'ouvrir. Je voulais en être sûr. Pas de souci, elle fonctionne. Il y a une Land Rover noire qui vient d'Al Rakouz. Je la vois. On va vérifier s'il y a des militaires. Et l'autre voiture, là-haut? C'est normal? C'est juste un colon. La Land Rover démarre. Vous n'êtes plus dans son champ de vision. Alors allez-y. C'est notre destin. Voilà le trajet qu'on fait à l'aller et au retour pour aller travailler. Israël nous taxe de terroristes, mais on n'en est pas. Tout ce qu'on veut, c'est travailler. On n'est pas des criminels, on ne pose pas de problème. Quand ils nous attrapent, ils nous mettent en tôle, entre 2 et 4 mois. Parfois, on doit encore payer une amende en plus. Regarde plutôt dans quelle situation on se retrouve. 10 ouvriers dans une voiture. Où est mon sac? Il est clair que du point de vue technologique, Israël a les moyens de contrôler entièrement les frontières. Mais les autorités choisissent de ne pas le faire. Elles ferment les yeux. C'est leur politique. C'est comme ça que fonctionne une politique coloniale. On laisse les gens franchir la frontière. À partir de là, les ouvriers sont transportés dans des voitures plus passe-partout. Les 4x4 des passeurs sont couverts de poussière. Il serait trop dangereux pour eux de poursuivre leur trajet sur le réseau routier israélien. Jusqu'à l'été 2013, donc jusqu'au durcissement du conflit, la situation était différente et Mohamed Al-Daïs conduisait les ouvriers jusqu'à leur lieu de travail. À partir d'ici, on est en Israël. Le long de l'autoroute, les Bédouins ont installé des abris de fortune. C'est là que les ouvriers sont logés clandestinement. Dans cette pièce, ils s'entassent à 8. Un tuyau encastré dans le mur fait office de toilette. Nous ne pouvons filmer l'activité sur les chantiers que de loin. Les ouvriers ont trop peur de perdre leur travail
si jamais des gardes les apercevaient en compagnie d'une équipe de tournage. Les années 2012 et 2013 ont laissé le souvenir d'une période relativement calme. Un calme trompeur avant la tempête. À l'été 2014, l'assassinat de 3 colons juifs a déclenché une spirale de violence, du point de vue israélien en tout cas. D'après les Palestiniens, c'est l'immolation d'un adolescent de 14 ans à Jérusalem qui a provoqué l'escalade du conflit. Depuis octobre 2015, certains parlent d'une 3e intifada. Pendant le tournage de ce documentaire, une insurrection dans les territoires palestiniens occupés a fait plus de 150 victimes en seulement 3 mois. L'armée israélienne a alors installé des barrages routiers et verrouillé des villages entiers. Après 3 semaines de travail sur un chantier en Israël, Mahmoud Al-Attar retourne quelques jours dans la maison de ses parents, près du camp de réfugiés de Fawar. J'ai fait des études de sciences politiques à la faculté de sciences humaines d'Hébron. Après, j'ai travaillé comme journalier en Israël. En principe, tous les diplômés qui ne trouvent pas de travail dans les territoires palestiniens doivent aller travailler en Israël. Pourquoi investir dans de bonnes études, dans une formation hautement qualifiée? Pourquoi nourrir des ambitions pour un avenir meilleur? Quand la réalité ne cesse de montrer que, compte tenu des liens de dépendance économique, la meilleure opportunité professionnelle de ces jeunes sera de poser des briques sur un chantier israélien. Bien sûr, je ne peux pas rentrer chez moi tous les soirs. Quand je vais en Israël, j'y reste un mois, vu comme c'est compliqué de passer la frontière. Certains gars restent plus longtemps, d'autres retournent chez eux après 2 semaines. Les conditions de vie sur les chantiers sont très difficiles. Il n'y a pas de chambre individuelle, on travaille et on dort sur le même site. Il n'y a pas de salle de bain. On reste 10 jours sans pouvoir prendre de douche. Imaginez, 10 jours sans se laver. Voici Ibrahim, il a 16 ans. Et voilà un autre ouvrier. Le pauvre, il s'est couché parce qu'il est claqué. Il s'appelle Shakir. Laisse-moi tranquille. Quand ils travaillent en Israël et qu'ils sont exploités, ils ne vont jamais voir la police pour se plaindre. Ils sont entièrement à la merci de leurs passeurs et de leurs employeurs et n'ont absolument aucune protection sociale. En plus, on considère qu'ils présentent un risque pour la sécurité. Tout contact avec les autorités israéliennes est proscrit, car il est susceptible d'entraîner encore plus de précarité et d'exploitation. Du coup, les ouvriers évitent ces contacts, ils sont totalement sous la coupe de leurs employeurs israéliens et sont taillables et corvéables à merci. En Israël, le secteur du bâtiment connaît un grand essor, alimenté par l'arrivée constante de Juifs. Cela a commencé dans les années 1990, après la chute du rideau de fer, quand 1 million de personnes sont arrivées en Israël en l'espace de 3-4 ans. Ce mouvement migratoire se poursuit aujourd'hui avec la nouvelle vague d'antisémitisme que connaît l'Europe. Israël tente d'agir en amont en incitant les Juifs d'Europe à venir. Ces dernières années, par exemple, beaucoup de Juifs français sont partis s'installer en Israël. La construction se porte très bien. Ce sera toujours un secteur d'emploi à bas salaire très attractif. Et cela pour les employeurs comme pour les ouvriers. Si ce ne sont pas des Palestiniens qui sont embauchés, alors ce seront des Roumains ou bien des Turcs. En ce sens, Israël est un pays très compétitif qui sait gérer efficacement les flux de main-d'œuvre.
Les Palestiniens sont nombreux à travailler en Israël. D'après les autorités israéliennes, il y en aurait 60 000. Il n'y a pas d'alternative au travail au noir. S'il n'y avait plus de Palestiniens qui allaient travailler là-bas, alors nos conditions de travail qui sont déjà difficiles seraient encore bien pires. Ils risquent leur vie, mais ils n'ont pas d'autre choix pour survivre. Mohamed Al-Daïs fait partie d'une équipe de 9 passeurs qui véhiculent des ouvriers jusqu'à la frontière. Ils font 2 voyages par jour, en général tôt le matin et dans l'après-midi. En comptant 6 ouvriers par voiture, cela fait une centaine par jour, soit quelques 2500 par mois. L'équipe de Mohamed Al-Daïs transporte à elle seule 4% des travailleurs clandestins vers Israël. Une activité à haut risque. Ces 4 dernières années, j'ai fini 2 fois en prison. À chaque fois, ça m'a coûté 40 000 shekels d'amende. En plus, pendant les 5 mois où j'étais sous les verrous, je ne gagnais plus d'argent, bien sûr. Je n'avais plus aucun revenu. Et ta famille a fait comment? La seule solution, c'était qu'ils vivent avec l'argent que j'avais mis de côté. Mais ça leur a suffi seulement pour le strict minimum. C'est comme ça qu'ils ont survécu. Est-ce qu'il y a des flics? Il y a quelques années, Issa Al-Faraj était à la tête d'un vaste réseau de passeurs. Il coordonnait 15 chauffeurs pour le franchissement de la frontière. Chacun lui reversait une commission de 30%, ce qui lui assurait un revenu confortable. Comme beaucoup d'autres, il a été arrêté par l'armée israélienne et condamné à une lourde peine de prison. Tu as fait de la tôle, toi aussi? Oui, là, je suis en liberté conditionnelle pour 15 mois. En Israël, ils connaissent tous ceux qui travaillent à Tel Aviv. Ils ne sont pas stupides. Ils savent exactement ce qu'on fait maintenant. Ils surveillent les passeurs de près. Un passeur sur 3 travaille comme informateur. Imagine, nous sommes 3 ici, et l'un de nous est peut-être un espion. Tu comprends maintenant? Pourquoi est-ce qu'ils ferment parfois entièrement les frontières et jettent les passeurs en prison? À vrai dire, les frontières ne sont jamais complètement ouvertes ou fermées. Comme disent les anciens, ferme la porte, mais laisse une fenêtre ouverte. Ils nous ont obligés à construire une barrière pour empêcher les passeurs d'emprunter ce chemin. Les militaires nous ont fait comprendre qu'ils bloqueraient l'entrée définitivement si nous laissions passer les clandestins. C'est cette barrière là-haut. Nous, on ne veut pas barrer ce passage. On déteste les postes de contrôle. Mais c'est l'armée qui nous oblige à faire ça. Maintenant, il est contrôlé par les soldats, parce qu'ils veulent arrêter les passeurs. Et ils nous sanctionnent s'il y a des passeurs qui réussissent quand même à franchir la barrière. Depuis les attentats, les autorités israéliennes délivrent de moins en moins de permis de travail, ce qui incite un nombre croissant d'ouvriers à alimenter l'économie clandestine. En effet, dans ce pays sans système de sécurité sociale, les chômeurs tombent vite dans la misère. Les revenus des passeurs augmentent avec le nombre de leurs clients, mais à mesure que l'activité dans la zone frontalière s'accroît, la présence militaire se renforce et les arrestations de passeurs et d'ouvriers se multiplient.
Ces derniers se trouvent encore plus dans la misère et dépendent davantage du travail clandestin en Israël. C'est un cercle vicieux. La situation par rapport à la sécurité a complètement changé. Et ça a des conséquences sur notre travail. Aujourd'hui, si on se fait arrêter, on ne s'en tire pas comme ça. On en prend au moins pour 7 mois de tôle. J'ai passé 3 mois dans cette prison. Tu en gardes quel souvenir? L'humiliation. J'étais loin de mes enfants et ils ont eu faim. Qui aurait pu les aider? Il m'a enfoncé violemment son arme dans le ventre et l'a retirée. Après, il m'a dit « T'as compris la leçon? Ne remets jamais les pieds en Israël. » Je lui ai répondu « Il faut bien que je m'occupe de mes enfants. » Fils de pute! Fils de chien! Un gamin comme le mien a tout le temps besoin d'argent. Il veut toujours acheter des trucs, alors on dépense un shekel par-ci, un shekel par-là. L'école aussi, ça coûte de l'argent. Rien n'est gratuit. Qui va s'occuper de lui si je vais en prison? Je ne peux pas compter sur l'État. Vous voyez comme le climat est agréable ici. C'est une région propice à l'agriculture. Mais l'armée israélienne nous empêche d'acheter du matériel agricole moderne. Le désert du Negev, au sud, s'étend sur plus de 350 km de long. De la mer Morte jusqu'à la frontière égyptienne, le territoire est vide. Leurs soldats pourraient s'entraîner là-bas. Au lieu de ça, ils font leurs exercices militaires chez nous pour chasser la population locale. Ils veulent que les Bédouins partent vers les villes, à Hébron et à Ramallah, loin d'ici. Mais nous ne quitterons jamais notre terre. Nous vivrons toujours ici. Devine où je suis. Je vois la mer Morte. Ça va. Tout est normal ici. Espérons. Allez, on se reparle plus tard. C'était un de mes anciens collègues. Il m'appelait depuis la prison. Il vous passe le bonjour. Ils m'ont obligé à construire cette barrière juste devant chez moi. Mais nous, on n'en veut pas. Ce n'est pas parce qu'on a une barrière devant sa maison qu'on est un collabo. C'est bon. La paix soit avec toi. Si l'armée découvre que la barrière a été vandalisée, c'est nous qui allons trinquer, pas les passeurs. Alors il vaut mieux qu'on résiste à la pression des passeurs, sinon les militaires vont détruire notre village. Qu'est-ce qui caractérise un système colonial? L'imprévisibilité des réactions vis-à-vis des comportements de coopération. Même si vous êtes irréprochable, vous pouvez être arrêté du jour au lendemain sans que vous sachiez pourquoi. L'inverse peut se produire aussi. Vous violez la loi, mais les autorités ferment les yeux. Ce genre de pratique bouleverse la notion de coopération, en créant de la confusion, de l'insécurité, de la peur. C'est comme ça que fonctionne un système colonial.
Attention au bulldozer. Ils sont en train de détruire le village. Ils vont démolir une dizaine de maisons. Arrêtez le massacre! Il y a une décision de justice, les démolitions sont interdites. On dirait que ça vous fait plaisir de tout bousiller. Tu veux aller en tôle? D'abord tu me prends ma maison et après ma liberté? On ne fait qu'exécuter les ordres. Ils s'attaquent à la 5e maison. Calme-toi, Abraham. De toute façon, on reconstruira les maisons, ça je vous le promets, sale porc. On dormait ici avant. La chambre était ici. Vous vous souvenez comment était la maison avant d'être démolie? C'est dans cette pièce que vous avez dormi, jusqu'au matin où les militaires ont débarqué. Ici, il y avait une chambre et là une autre. Là, c'était le salon où ils nous ont enfermés. Les soldats sont arrivés avec un bulldozer et ils ont tout rasé. Ils ont jeté le toit en tôle ondulée par là-bas. Les tuiles qui restaient, on les a transportées dans la vallée. Mon cousin avait une maison de 3 pièces là-bas, ils l'ont détruite aussi. Si le gouvernement israélien décide de démolir certaines maisons et d'autres pas, les victimes auront du mal à admettre cette situation. Pourquoi une personne verrait sa maison épargnée alors qu'une autre a perdu la sienne? C'est comme ça qu'on crée du ressentiment et qu'on recrute des gens. Le système colonialiste s'appuie sur le recrutement de colonisés disposés à collaborer avec les colons. Par exemple, l'armée israélienne laisse les Palestiniens franchir la frontière, qu'ils aient un permis de travail ou non. Les militaires sont au courant de ce trafic. Mais ils disent aux clandestins qu'en échange d'informations sur leurs voisins et leurs amis, l'armée fermera les yeux sur leurs activités illégales. Mais dès que l'armée voit que cette situation n'est plus à son avantage, elle applique la loi et arrête les clandestins. C'est comme ça qu'on impose la soumission. Raïd, il lui faut encore une demi-heure. Oui, une demi-heure, peu importe. Déblaye déjà tout ça. À droite! Par ici! Celui qui était dans le 4x4 blanc et qui est monté dans la Honda bleue.
Je suis en liberté conditionnelle pour 3 ans. Ça veut dire que les prochaines années seront très dangereuses pour moi. Mais si j'arrête ce boulot, qu'est-ce que je vais faire à la place? Dans cette ville, on gagne dans les 60-70 shekels par jour. Et vous avez vu comme la vie est chère en Palestine. 70 shekels, ça ne suffit pas. C'est pas assez pour vivre pour moi et mes enfants. Mourad, sois sage. Tu comprends ma situation? Tout est cher. La seule erreur que j'ai commise dans ma vie, ça a été d'intégrer un réseau de passeurs. Ça a détruit ma vie. Maintenant, je dois faire un boulot légal. Israël ne pardonne rien et n'oublie rien. Comme dit le dicton, pour 99 criminels qui arrivent à s'en tirer, la justice en attrape un. Et celui-là paie la facture pour tous les autres. Tu comprends? Mais maintenant, je n'ai plus rien à me reprocher. Je me tiens à carreau. Papa, je veux une bague. Attends. Papa, allez, je veux cette bague. Sinon, j'ai aussi des porte-monnaies. Je veux un parfum, papa. Si tu veux, je t'en fais essayer un autre. Donne-lui n'importe quoi qui nous fiche la paix. J'en veux une aussi, papa. Donne-lui une casquette, s'il te plaît. Tu n'es pas très coopératif, fiston. Je veux pas la noire. J'aime bien celle-là. Je trouve que ce travail n'est ni bon ni mauvais. Pour moi, c'est une activité comme une autre, un boulot normal. Il n'y a rien de mal à faire ce travail. Je ne fais rien qui représente un danger pour la sécurité. Moi, je ne fais que transporter des ouvriers, c'est tout. On en revient à la question du travail. Je pense que la plupart des Israéliens ne sont pas conscients du fait qu'un tiers des maisons qui se trouvent aujourd'hui en Israël ont été construites par des mains palestiniennes. Ils ne réalisent pas non plus que ce sont les Palestiniens qui ont développé l'agriculture en Israël et qu'en fait, tous les secteurs économiques sont fortement liés à la main-d'œuvre palestinienne. Il est presque impossible d'imaginer ce qui arriverait si cet élément venait à disparaître de l'économie israélienne. Les Palestiniens sont tributaires en permanence de l'économie transfrontalière et des décisions prises par le gouvernement israélien et l'armée. Quant aux Israéliens, même s'ils ne l'admettent pas volontiers, ils sont devenus très dépendants des Palestiniens. La démolition de la maison d'Ali Jabarin a mis un terme à sa vie d'agriculteur. 2 semaines après, les autorités israéliennes lui ont délivré un permis de travail. À 5 heures du matin, il doit maintenant faire la queue au poste de contrôle de Bethléem avec des centaines d'autres Palestiniens. À cette heure précise, il commencera sa journée de travail sur un chantier de Jérusalem. Comme disait Issa Al-Faraj, l'ancien chef du réseau de passeurs, quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre.